Bernard Wandi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions de Naya TV. Merci de m'avoir invité. J'avais quelques préoccupations sur le cœur par rapport à ce virus et j'ai l'opportunité, n'est-ce pas, de les exprimer. Eh bien, vous aurez l'occasion d'en parler tout au long de cet entretien. Alors, beaucoup annoncent de sombres perspectives quant à l'économie des pays africains due au coronavirus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces sombres perspectives sur l'économie africaine, les économies africaines? Bon, tout cela dépend de la durée et de l'intensité du confinement. A priori, j'avais estimé qu'on pouvait perdre 2 points sur le taux de croissance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un taux de croissance de 3%, on pouvait tomber à 1%. Mais à condition que la crise ne dépasse pas 6 semaines à 8 semaines. Si ça devait se prolonger, à ce moment, il faut véritablement refaire les calculs et modéliser même les données pour avoir une estimation plus exacte. Mais sinon, a priori, pour le moment, on peut avoir un taux de croissance de 0 ou moins 1%, pas pire que ça. Ce qui serait acceptable pour les économies africaines? Pour les économies africaines, surtout l'économie camerounaise, parce que vous savez que notre économie est très basée sur l'agriculture. Oui. Et les gens continuent d'aller au champ dans les villages. J'étais au village il y a une semaine. Quand on m'a vu arriver avec le masque, on m'a même demandé que, mais non, c'est vrai cette histoire de virus. Non, c'est pas tout le monde dans les villages qui croit que c'est une menace sérieuse. Donc les gens vont au champ, l'agriculture est entretenue, et le secteur manufacturier, beaucoup d'entreprises, usines continuent à tourner. Celles qui sont vraiment heurtées sont les entreprises du secteur transport et du secteur hôtellerie-tourisme. Sinon, les autres tournent. Alors, la Commission économique pour l'Afrique estime que 27 millions d'Africains pourraient sombrer dans l'extrême pauvreté. Donc, pour vous, c'est faux? Non, c'est exact. C'est exact, mais ça correspond à peu près à ce que nous avons dans chacun de nos pays africains. Vous savez que le taux de pauvreté extrême est d'environ 40%. Même dans des pays, n'est-ce pas, qui essaient d'émerger, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Ghana, le taux d'extrême pauvreté est encore de 37%. Vous comprenez? Donc, quand vous, n'est-ce pas, vous prenez ça à l'échelle de l'Afrique, vous arrivez facilement à des dizaines de millions de personnes qui vont basculer dans l'extrême pauvreté. Alors, vu sous cet angle-là, est-ce qu'on ne pourrait pas craindre une multiplication des crises sociales dans de nombreux pays africains, un peu comme ce que nous avons vu en 2008 avec les émeutes dites de la faim? Bon, ce que je veux dire maintenant, n'est-ce pas, je l'ai lu. Il y a un rapport qui a été publié sur le site internet du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères en France, qui anticipe sur les conséquences du virus au niveau politique, social et collectif dans les différents pays de la zone franc. Et il se trouve que le Cameroun est placé justement parmi les pays à haut risque, où les conséquences du virus pourraient entraîner d'autres soubresauts jusqu'au domaine politique. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, le rapport est disponible sur le site, n'est-ce pas, du Quai d'Orsay. Au-delà de ce rapport, vous-même, vous en pensez quoi? Non, mais je dois me documenter. Je dois me documenter, donc je préfère citer dans des sources. Bon, il y a d'autres sources qui, bien avant l'apparition du virus, dressaient un tableau pas très réduisant de l'avenir du Cameroun, mais celles-là, elles sont fréquemment dénigrées dans la presse officielle au Cameroun, donc je préfère, n'est-ce pas, ne plus les mentionner. Mais le rapport français date d'il y a 1 mois et n'emboîte sur la situation créée par le coronavirus, avec ses conséquences économiques, sociales, politiques, et met en évidence le fait que certains des États africains sont fragiles. Ils étaient déjà fragilisés par des crises antérieures. Dans le cas du Cameroun, fragilisés par la guerre civile. Oui. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Et Boko Haram aussi. Boko Haram. Donc, ajouter à ça la crise du coronavirus, ça en fait trop. Alors, est-ce que l'une des choses qui fragilise aussi l'économie du Cameroun n'est pas le fait que nous soyons un peu trop dépendants des importations?
Ce qui peut fragiliser l'économie du Cameroun un peu, bon, et ça, je l'ai entendu de la bouche du ministre des Finances, c'est le fait que le prix du baril de pétrole s'effondre. Oui. Les matières premières sont soumises à de fortes fluctuations en fonction de l'offre et de la demande. À cause donc, du coronavirus, la demande s'est effondrée. Donc il faut donc que ceux qui sont en train de pomper le pétrole s'attendent à ce qu'il y ait un surplus et que les stocks soient pleins au mois de mai, au mois de juin. Donc c'est pour ça qu'il y a les cotations sur les marchés à terme, les marchés futurs, pour vous signaler que, attention, ne continuez pas de pomper au même rythme parce qu'on ne peut même plus stocker. Donc à ce moment, donc, les prix du pétrole sur le marché à terme s'effondrent, mais ça ne veut pas dire que la valeur du pétrole s'est effondrée. Alors, c'est-à-dire que le Cameroun pourra continuer à tirer avantage du fait qu'il soit pays producteur de pétrole malgré cette baisse historique du coût du pétrole sur le marché mondial? Donc, je vous dis, le cours qui a baissé, c'est les cotations sur le marché à terme. Mais chaque producteur de pétrole, les 3/4 de la production sont vendus sur la base de contrats à long terme, prédéterminés. Oui. Les 3/4. Et c'est n'est-ce pas, les petites quantités que l'on met sur le marché, n'est-ce pas, spot et le marché à terme. Donc ce n'est pas parce que le prix s'est effondré à $1 ou $5 que le Cameroun ne va plus rien encaisser. On aura toujours, mais basé quand même sur les prix des contrats antérieurement signés avec nos partenaires. Et ces contrats, évidemment, sont réajustables en fonction, n'est-ce pas, des prix prévisibles à un avenir proche. Mais vous n'aurez pas un effondrement subit des recettes pétrolières, par exemple, de 400 milliards de francs CFA à 100 milliards de francs CFA par an. Donc vous n'aurez pas ça. Oui. Alors la part du pétrole, effectivement, dans le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2020 est autour de 468 milliards voilà. Pour un budget de 4 900 milliards. Oui, voilà. C'est pas grand-chose, non? Non, ça fait quand même 10-15%, n'est-ce pas, de nos recettes fiscales ordinaires. Oui. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas grand-chose, mais le pétrole, l'effondrement du prix du pétrole ne peut pas empêcher, ne peut pas provoquer l'effondrement des finances publiques au Cameroun et encore moins l'effondrement de l'économie du Cameroun. Alors, je parlais tout à l'heure de l'économie du Cameroun qui est très dépendante des importations. Or, aujourd'hui, du fait du coronavirus, on sait que les usines du monde sont à l'arrêt. Même la Chine, qui est un peu la grande usine du monde, rampe un tout petit peu. Quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur l'économie du Cameroun? Oui, j'ai intégré ça lorsque j'ai dit dès le départ que nous allons perdre peut-être 2%, 3% dans le taux de croissance. Oui. Le fait que nos partenaires soient en difficulté, ça n'empêche pas notre économie interne de continuer de fonctionner. Alors, face à cette épidémie du coronavirus, les entreprises, les PME, le secteur informel vont en prendre forcément un coup. Quelles sont les mesures que l'État du Cameroun devrait prendre pour éviter que les conséquences soient désastreuses pour ces entreprises et ces PME? Mais, il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai lu que le chef de l'État a prescrit une étude d'impact économique du coronavirus sur les entreprises et sur les ménages. Je ne sais pas si cette étude a été lancée. Si elle a commencé, qui est en train de la faire? Mais j'ai lu, n'est-ce pas, que le chef de l'État a prescrit cette étude. Donc je suppose que le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Alors en tant qu'économiste, quelles sont les mesures qui peuvent être envisagées en pareille circonstance? Mais je vous dis que le gouvernement est en train de travailler dessus. Maintenant, vous me demandez à titre individuel. Oui, à titre individuel. Mais, si vous était donné de proposer quelque chose. Mais j'ai déjà fait des propositions. Oui, allez-y. Il faut d'abord avoir un plan médical crédible, un plan médical efficace. Parce qu'actuellement, notre plan médical, est-ce qu'il est crédible? Quand vous sortez en route, vous voyez des gens qui ont le masque, le cache-nez, d'autres qui n'ont pas. Et de ce, on va vous dire qu'à Douala, dans tous les lieux publics, les personnes d'entre eux, s'il n'a pas son cache-nez ou son masque, peut-être parce que le gouverneur à Douala a été touché,
Oui. Donc les gens ont compris que cette histoire de virus, c'est vrai. Mais à Yaoundé, vous voyez des gens, jusqu'à la présidence, qui n'ont pas de masque. Donc ça fait donc que tout un chacun ici dans la rue se dit que c'est facultatif. Donc il faut qu'on ait un plan médical qui soit efficace. Bon, on a par exemple aussi décidé qu'on va créer un centre de prise en charge au stade militaire, au stade Bapédépé à Douala. Mais ça fait un mois que le stade Souroulélé à Lagos a été transformé en un tel centre. Ça fait plus d'un mois. Oui. Et au Cameroun, c'est seulement encore une intention. Donc, moi, je ne vois pas le plan médical, n'est-ce pas, dûment articulé et en train d'être implémenté avec des indicateurs. Et encore moins le coût. Parce que quand on fait un plan médical, on a déduit maintenant le coût. Et c'est là que nous, les économistes, nous entrons en action pour élaborer un plan de financement du plan médical. On n'a pas encore le plan médical. Donc, certains pays ont rapidement élaboré leur plan médical, plan de financement, et c'est là que vous avez entendu la Côte d'Ivoire. Oui, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un fonds qui a été mis en place pour soutenir les entreprises, donc 100 milliards de francs CFA pour les grandes entreprises, 150 milliards de francs CFA pour les PME et 100 milliards pour l'appui au secteur informel, ce qui fait très rapidement près de 350 milliards qu'on doit injecter dans l'économie pour pouvoir la soutenir face au contre-coup du coronavirus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager la même chose dans notre pays? Exact, tout ce que vous avez cité. Et il faut ajouter deux autres rubriques qui sont importantes. Oui. L'amélioration des plateaux techniques dans les hôpitaux en général. Parce que j'ai entendu notre ministre des Finances qui au retour de réunion à Brazzaville, prenant acte de ce qui a été décidé par la CEVAC, a dit qu'il y aura un collectif budgétaire pour rectifier le budget afin de lutter contre... Mais je n'ai pas encore vu ce collectif. Je n'ai pas encore vu une ordonnance du président de la République ou du Premier ministre qui modifie le budget afin d'allouer les ressources nationales au secteur de la santé pour lutter contre le virus. Est-ce que vous voulez dire que ça traîne un peu, qu'il y a trop de bureaucratie? Je ne sais même pas s'ils sont en train de le faire. Parce que pour pouvoir dégager les ressources et mettre dans le plan de financement, vous avez les ressources naturelles, nationales. Donc, dans ce cas, il faut donc un collectif budgétaire, réviser le budget pour allouer donc les ressources nationales au secteur santé, à nos hôpitaux. Et puis maintenant faire appel aux partenaires à l'extérieur. Et lors, n'est-ce pas, de l'une de mes interventions, il y a 3 semaines, j'affirmais qu'il y a des fonds à l'extérieur pour aider les pays les plus pauvres, les pays les plus fragiles à lutter contre le virus. Il y a les fonds. Et je le disais sur la base des informations qui me sont fournies par mes amis. Et à peine j'ai dit ça, 3 ou 4 jours, on a annoncé que, voilà, un certain nombre de pays ont obtenu ceci, tel pays a obtenu ça. Donc, il faut élaborer le dossier dans les règles de l'art et le soumettre, afin donc de pouvoir avoir un plan de financement réaliste. Parce que quand on dit fonds de solidarité, je ne sais pas comment on appelle ça ici, 1 milliard, 2 milliards, mais ce n'est pas ça qui va empêcher, n'est-ce pas, la propagation du virus. 2 milliards. Les sommes en jeu, c'est 400 milliards, 900 milliards. Oui. Donc, bien sûr, on ne refuse pas le don de la personne qui a fait un geste de 2 milliards. C'est très bienvenu. Oui. Alors, à défaut de cette perfusion financière pour essayer de garder les entreprises en vie, beaucoup pensent que l'État pourrait envisager, par exemple, des allègements fiscaux pour permettre aux entreprises, aux PME et même au secteur informel d'essayer de s'en sortir. C'est envisageable, oui. Même le Congo-Brazzaville l'a fait. Oui. Des allègements fiscaux. Oui, même le Gabon. Ne parlons pas de la Côte d'Ivoire. Allègements fiscaux, on arrête, n'est-ce pas, les contrôles fiscaux. Les redressements fiscaux, tout ça s'est arrêté. Les factures d'électricité sont prises en charge dans le cadre de ces fonds. Même nos pays voisins ont déjà fait.
Est-ce qu'en le faisant, l'État du Cameroun ne court pas le risque de se priver d'une manne importante qui participe au budget de l'État? Parce que les recettes fiscales, c'est un peu plus de 2900 milliards de francs CFA dans le budget de l'État du Cameroun. Se priver de cela, c'est un peu suicidaire, non? On sait très bien. Oui. Les partenaires internationaux savent parfaitement que les États sont fragilisés. Déjà, ils avaient de la difficulté pour obtenir l'équilibre budgétaire. Maintenant, il faut dépasser plus d'argent pour lutter contre le virus. Mais c'est pourquoi, donc, à la Banque mondiale, vous avez le Pandemic Bonds. Le FMI a mis en place très rapidement ce mécanisme qui permet donc à la Côte d'Ivoire d'engranger 882 millions de dollars, 500 milliards de francs CFA. Le Sénégal, 442 millions de dollars, l'équivalent de 280 milliards de francs CFA. C'est pourquoi vous devez soumettre votre demande, votre requête, en ayant un plan de financement qui intègre les ressources nationales qui seront donc allouées au secteur de la santé, Oui. plus maintenant donc, n'est-ce pas, les apports des bailleurs de fonds. En matière de lutte contre le coronavirus, je vous affirme que c'est le fonds qui manque le moins. Peut-être que le salut viendra de l'allègement ou alors de l'annulation de la dette du Cameroun telle que préconisée par Emmanuel Macron pour tous les pays africains pour les aider à lutter contre la crise du coronavirus. Tout à fait. Bon, lui, Emmanuel Macron, quand il le dit, il peut le faire. Parce que quand on dit annulation de dette, ça veut dire que c'est le créancier qui annule ou qui allège. Bon, nous, de notre côté, nous avons fait ce plaidoyer. J'ai fait ce plaidoyer à CRTV. Il y a donc allègement de la dette, allocation des ressources nationales au secteur de la santé pour améliorer le plateau technique dans différents hôpitaux. Parce que quand les gens affluent à l'hôpital maintenant, on ne sait pas si c'est pour soigner le virus ou si c'est pour soigner un simple palu. Donc il faut qu'on profite de ça pour améliorer, n'est-ce pas, les soins hospitaliers au Cameroun, au point de vue équipement, au point de vue consommable. Il faut qu'on en profite. Et ce serait vraiment dommage, parce que l'argent est là à l'extérieur, ou à FMI, ou chez nos partenaires, n'est-ce pas, pour pouvoir financer tous ces besoins. Mais encore faut-il donc que le plan médical, le plan de financement et donc le montant dont nous avons besoin, que ce soit calculé et établi sur un papier qu'on va leur remettre. Alors, 41% de la dette des pays africains est due à la Chine. Or, la Chine elle-même est en difficulté, est tombée officiellement en récession, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut espérer ou imaginer simplement que la Chine accepte de baisser sa dette ou alors de l'annuler? Écoutez, il y a 4 ans, j'avais publié dans un journal ici, et c'est toujours sur le web, une étude qui parlait de l'endettement frénétique par rapport à la Chine. Et j'avais conclu qu'au rythme où nous nous endettons à l'égard de la Chine, le prochain PPTE sera financé par la Chine. Ce bout de phrase est dedans. Donc avant même le virus, la fuite en avant que les pays africains faisaient en s'endettant auprès de la Chine devait fatalement, n'est-ce pas, aboutir à un deadlock. Et que, n'étant plus capable de payer, on allait faire maintenant, n'est-ce pas, un PPTE chinois. Parce que quand on dit PPTE, ça veut dire que ceux qui ont les créances, constatant qu'ils ne sont pas payés, ils se réunissent et chacun dit, bon, moi, j'enlève 30%. Un autre dit, bon, je peux aller plus loin, j'enlève 80%. Oui. Un autre peut dire, bon, j'enlève 100%, mais je transforme ça en C2D, comme la France le fait. Oui. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a aucun moyen d'obliger l'État à payer sa dette. Donc, arriver quelque part, le créancier est obligé d'annuler. Et la façon frénétique que les États africains étaient en train de s'endetter auprès de la Chine devait aboutir à un PPTE chinois. Bon, maintenant, avec le virus, la Chine n'a pas de choix non plus d'accepter l'annulation de la dette de l'Afrique. C'est pourquoi j'insiste toujours que nous devons donc formuler nos dossiers, les plans de financement. Malgré la situation de récession dans laquelle elle est. Puisqu'elle ne peut pas recouvrer. C'est ça le principe. Elle ne peut pas recouvrer. Est-ce qu'elle va saisir les biens du Cameroun en Chine? Nos avions atterrissent en Chine. Bon, et même si on saisit 2 avions, on va saisir 2 ou 3 comptes commerciaux et ça atteint le montant. Donc, parce que l'écosystème en économie est tel que quand vous devez $100 à votre banquier, c'est votre problème.
Mais quand vous devez $100 000, ça devient le problème du banquier. On a appris que le FMI a décidé d'alléger la dette de 25 pays africains et le Cameroun n'en fait pas partie. Pourquoi? Bon, ça rappelle, n'est-ce pas, le processus PPTE. J'étais économiste national du PNUD au Cameroun en 1997, quand nous avons lancé, quand nous avons entamé l'élaboration du rapport sur la pauvreté, le tout premier rapport sur la pauvreté. Je signale que certains pays d'Afrique occidentale, comme le Niger, le Togo, le Bénin, avaient déjà élaboré le tout premier rapport sur la pauvreté, mais après 3 ou 4 ans, les autorités camerounaises refusaient. Disaient que non, le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Pourquoi vous voulez faire un rapport sur la pauvreté? Un peu de fierté nationale quand même. Voilà, donc depuis que le Cameroun avait battu l'Argentine à la Coupe du Monde et tenu de la dragée haute à l'Angleterre, on a cru qu'on est devenu un grand pays sur l'échiquier mondial. Donc, ils ont refusé pendant des années. Et il a donc fallu que, n'est-ce pas, j'explique, heureusement, le ministre Dioro a été nommé ministre chargé de la supervision du PNUD. Et je lui ai donc expliqué. Et il a donc vu l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en faisant des statistiques qui montrent que le Cameroun a un taux de pauvreté de plus de 50%, ça vous bascule dans le groupe des PMA. Et immédiatement, en tant que pays moins avancé, vous avez droit à l'annulation de la dette dans le cadre du PPTE. C'est ce qui s'est donc passé. Maintenant, le groupe de 25 pays, là, le Cameroun ne fait pas partie parce qu'entre-temps, quand même, notre PIB a repris sa croissance et dépassé, je pense, $1 400 par tête de PIB. Or que les pays qui sont sur la liste, là, le PIB est à $400 dans le cadre de la Centrafrique, 600 dans le cadre du Tchad, etc. Donc voilà la raison pour laquelle nous ne faisons pas partie de ce groupe de 25 pays les plus pauvres du monde et d'Afrique. Maintenant, étant évidemment dans le besoin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, qui ne font pas partie de cette liste, doivent déposer individuellement une demande d'annulation ou d'allègement de la dette. Donc ça revient donc toujours à ce que je disais. Donc nous devons maintenant élaborer un dossier et le soumettre au bailleur de fonds. Alors, on va bientôt sortir de cette émission. Vous parliez du PNUD. Tout à l'heure, vous avez travaillé pour le PNUD au Cameroun et ailleurs. Le PNUD qui, justement, a accordé un don d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA au Cameroun pour lutter contre le coronavirus. C'est un grand geste, ça. C'est très bien, c'est toujours bienvenu. Mais le PNUD n'est pas un bailleur de fonds. Le PNUD est une agence d'assistance technique. Son rôle, c'est le renforcement des capacités. Nous aidons le gouvernement et les communautés à s'organiser. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas au PNUD de fournir des cartons, des tonnes de marchandises. On peut le faire à titre symbolique. Nous appelons ça en anglais seed money. Seed, c'est-à-dire on met un peu comme une semence, voilà, pour faire germer. Mais le rôle du PNUD, c'est de renforcer les capacités. Et l'occasion, si la crise offre au PNUD une bonne opportunité de jouer son rôle. Je vais m'expliquer. Le PNUD coordonne dans différents pays les situations d'urgence comme celle-ci, coordonne l'aide humanitaire, coordonne l'action des bailleurs de fonds et renforce le gouvernement dans des situations d'urgence, que ce soit pour cause de guerre civile, d'inondation ou d'épidémiologie, comme on avait vu dans le cas du virus Ebola oui. En Sierra Leone et en Guinée. Le PNUD était à l'avance. Donc, dans la situation aussi, on a une excellente occasion pour le PNUD d'intervenir. D'intervenir comment? Appuyer un mécanisme gouvernemental de coordination de l'aide. Vous comprenez? Et en même temps que nous faisons la coordination de l'aide, en même temps aussi, on doit avoir un mécanisme national pour décentraliser. C'est-à-dire qu'envoyer des attributions bien précises au niveau de chaque gouverneur pour déclarer s'il faut le confinement total, s'il faut le masque obligatoire. Ce n'est pas au niveau du Yaoundé qu'on peut le décider pour toute l'étendue du territoire. Parce que le rythme de contamination n'est pas le même partout. Donc il faut un mécanisme de coordination plus un mécanisme de décentralisation. Évidemment, maintenant, un plan de communication qui est aussi appuyé. Autre chose qui me tenait à cœur,
la situation créée par le coronavirus impose la dépolitisation de la crise sanitaire. Il faut dépolitiser le coronavirus. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques de tous bords qui, en faisant des dons, profitent de la situation pour se faire de la publicité. C'est de bonne guerre. Je dis bien de tous bords. Il faut dépolitiser. Parce que quand l'épidémie vient, ça prend 100 personnes ici, ils ne demandent pas la carte du parti. Quand le virus apparaît, ils ne demandent pas la carte du parti au Carrefour Ekoudou ou au Carrefour Dokoti. Donc il faut dépolitiser la lutte contre le virus. Parce que c'est quand on va dépolitiser que l'on pourra maintenant conscientiser les populations sur les risques encourus. Et les gens continuent de croire que c'est passager, que ça n'affecte pas les pays chauds. D'autres croient que nous avons des décoctions dans la forêt chez les pygmées qui vont nous soigner. Donc il faut, après avoir dépolitisé, il faut conscientiser, n'est-ce pas, dans un effort collectif transpartisan. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous savez que Donald Trump est le président américain le plus décrié. Mais quand le corona est venu, il est allé trouver les démocrates et les démocrates ont voté le financement de son plan. Sans manquer une voix, hein. Les démocrates ont voté, il n'y avait plus d'opposition. Il a discuté, n'est-ce pas, les différents aspects et un élan national collectif, on a donc voté le plan de 2 000 milliards de dollars. De telle sorte que donc maintenant, chaque famille américaine reçoit tantôt 1 200 dollars si tu es célibataire, 2 400 si on est en couple, en plus donc de l'allègement des impôts et des aides directes qui sont accordées aux entreprises. Alors, on va sortir de cet entretien. Déjà Bernard Wandi, oui, déjà. Le président de la République, Paul Biya, certainement dépité, disait il y a quelques années, il s'exclamait d'ailleurs, que nous manque-t-il? Alors, je vais vous poser la même question. Que nous manque-t-il pour faire du Cameroun un géant sur le plan économique en Afrique? Que nous manque-t-il pour parler comme Paul Biya? Il faut dépolitiser certaines activités. Vous avez des gens, vous avez des gens qui, depuis que le virus a éclaté, ont fait des propositions. J'ai vu des médecins, des immunologues, des virologues, des spécialistes. Ils ont fait des propositions. Mais on ne s'intéresse pas à eux. On ne s'intéresse pas à eux parce qu'on crée des commissions. Au lieu de recruter des experts, parce qu'ici qu'on est en microbiologie, on nomme des commissions où on remplit les administrateurs civils, les fonctionnaires, pour aller élaborer les mesures pour lutter contre le virus. C'est valable aussi pour l'économie. Mais c'est valable aussi pour l'économie. Le nombre de propositions, j'ai fait 17 propositions depuis que je suis revenu au Cameroun. 17 propositions. Et 2,5 ont été appliqués. Sur 17? Oui, 2,5. Donc c'est l'une des raisons pour vous qui freine le développement économique du Cameroun. C'est pas moi qui ai dit ça. La politisation. En 2010, oui. Le président de la République, il a organisé la conférence internationale de Yaoundé sur l'investissement. En mai 2010. Il a fait venir dans ses sous-secrétaire général de l'ONU, M. El Baradé. Et dans son discours, il a clairement dit qu'il faut utiliser toutes les compétences nationales, notamment même celles qui sont dans la diaspora ou qui viennent des organismes étrangers. Mais vous voyez donc que même dans la situation actuelle, vous avez 10 000 médecins camerounais en Belgique et en Allemagne. Est-ce qu'on les a sollicités? Non, ils sont de la diaspora, ils sont du, comment on appelle l'organisme là, ils sont contre le président. Donc, l'heure est venue pour qu'il y ait un sursaut national transpartisan. Et je l'ai dit, n'est-ce pas, au gouvernement comme aux leaders de l'opposition, c'est le même message. Parce que quand le virus s'abat au Carrefour Dokoti, il ne vous demande pas la carte du parti. Bernard Wandi, merci. Bon,
l'année prochaine, je reviendrai si nous avons surmonté. Ce sera avec plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à continuer à vous abonner à Naya TV en suivant les instructions qui vont s'afficher au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre entretien. Merci.